Je vous remercie. Déjà, bonjour à tous. Merci de me donner l'opportunité de vous présenter là, un travail qui découle de mon travail de thèse qui avait été dirigé par le docteur Lélia Benoît en 2018 et qui donc s'intitule en français La formation au bilan d'organicité en psychiatrie, l'expertise est-elle diffusable? Alors, excusez-moi, ouais, ça va. Globalement, dans des éléments de contexte, il existe environ 60 maladies identifiées qui peuvent contribuer à expliquer un tableau clinique de psychose. Une étude menée d'ailleurs en centre expert rapporte que 12,5% de leurs patients avaient une participation organique à un tableau de psychose à début précoce. Le bilan d'organicité, il est constitué d'examens de biologie et d'examens d'imagerie à réaliser en cas de signes atypiques, soit sur le plan clinique, comme par exemple un âge de survenue précoce ou la présence d'hallucinations visuelles, soit sur le plan de l'évolution des symptômes, avec une évolution par exemple aiguë ou alors intermittente, mais aussi s'il y a des signes évocateurs d'une pathologie somatique, qu'elle soit neurologique, hépatique ou cutanée. Nous, le travail de l'objectif de notre travail était d'étudier l'utilisation et la diffusion du bilan d'organicité par les psychiatres formés en centre expert, mais exerçant sur les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, lorsqu'ils suspectent une émergence psychotique chez un de leurs patients, adolescents ou jeunes adultes. Nous avons appelé dans notre travail centre expert les services généralement universitaires qui participaient activement à la prise en charge, à la recherche et à la formation dans le domaine de l'organicité en psychiatrie. Nous avons adopté pour ce faire un abord sociologique et un abord de santé publique dans un premier temps. Tout ça pour parfaire la compréhension de la gestion de la psychose à l'adolescence en France. Nos hypothèses préliminaires étaient que l'utilisation et la diffusion du bilan d'organicité étaient freinées par la réticence et par l'absence de formation des psychiatres qui exerçaient sur les secteurs de psychiatrie et par des plateaux techniques qui étaient trop insuffisants. Nous avons utilisé la méthode de recherche de la théorie ancrée, qui permet une étude des pratiques professionnelles et des cultures des institutions, en mettant en lumière les processus sociaux sous-jacents. 16 entretiens ont été menés avec des psychiatres en Île-de-France, formés en centre expert, mais exerçant dans les intersecteurs de pédopsychiatrie, avec un recrutement qui s'était fait par effet boule de neige. Les thèmes abordés au cours des entretiens qui étaient semi-dirigés étaient tout d'abord la formation qu'ils avaient suivie dans ce domaine-là, les situations cliniques rencontrées au quotidien qui avaient nécessité l'utilisation d'un bilan d'organicité, les interactions avec les patients, avec les proches des patients, mais aussi avec les collègues dans le cadre de cette utilisation et la nature de leur lien avec les centres experts. Les entretiens duraient environ 1 heure, étaient enregistrés, puis retranscrits mot à mot pour être analysés. Notre population était hétérogène et se composait de médecins seniors, de médecins juniors, assistants et chefs de clinique et assistants, et internes. Leur formation s'était faite soit en centre expert, dans le cadre de leur exercice, soit via des formations universitaires. Et la grande majorité de nos participants avaient un correspondant en centre expert, mais pas réellement de collaboration établie. La moitié d'entre eux n'y avaient d'ailleurs jamais fait appel. À noter que 2 des participants, eux, avaient un recours systématique en centre expert en cas de suspicion de pathologie somatique contribuant à un tableau de psychose débutant. Donc ces deux participants-là, au même titre que les autres, étaient pourtant formés. Je vous présenterai rapidement les fonctions du bilan d'organicité telles qu'elles ont été décrites par les participants, pour l'entourage du patient, pour le patient lui-même, pour le médecin, ainsi que les limites de ce bilan-là, telles qu'elles nous ont été rapportées. Nous avons aussi abordé la question du changement institutionnel qu'il nécessite et du processus de transformation que traversaient les praticiens formés vis-à-vis de l'utilisation du bilan d'organicité. Ce bilan est utilisé par les praticiens dès le début de la prise en charge pour rassurer l'entourage du patient, différer l'étiquetage de malade mental et éviter la stigmatisation sociale. Ceci est motivé par l'impression des participants qu'une pathologie organique, bien que pas forcément moins grave, est mieux acceptée dans l'opinion publique. Il n'est cependant pas toujours bien accueilli par le patient car il ne correspondrait en fait pas à une de ses demandes. Il peut aussi alimenter les symptômes du patient, notamment dans le cas d'idées délirantes persécutives, et ainsi impacter la relation médecin-malade.
c'est finalement aussi un outil de réassurance pour le médecin lui-même, qui perçoit la psychiatrie comme étant floue, vague et invisible. Ainsi, le côté matériel et palpable du bilan rassure sur l'absence d'une pathologie organique et rend légitime la prise en charge psychiatrique. Ça permet ainsi aux praticiens de partir sur de bonnes bases, comme certains l'ont dit. Cependant, l'évitement de la psychiatrie est souvent de courte durée pour la famille, dans la majorité des cas, car un diagnostic psychiatrique était très souvent posé. Les parents sont alors décrits, les proches sont alors décrits comme étant ambivalents, à la fois rassurés de l'absence d'une pathologie organique, mais inquiets d'être confrontés à la pathologie psychiatrique de leurs proches. Ce bilan est aussi difficile à utiliser pour les psychiatres des secteurs, car il se situe à la frontière entre le somatique et le psychiatrique. Et les psychiatres se disent loin de la finesse sémiologique, somatique nécessaire parfois dans ces cas-là. De plus, sa découverte ou sa redécouverte en cours de carrière peut amener à revisiter de façon un petit peu, repenser de façon un petit peu anxieuse à des prises en charge passées. De la même façon, son utilisation est aussi synonyme de contrainte et engage beaucoup l'éthique professionnelle des participants, qui qualifie sa mise en œuvre d'emmerdante et de chronophage, comparé à ce qu'ils ont connu en centre expert. De plus, l'oubli progressif des mécanismes physiopathologiques sous-jacents rend son utilisation aliénante et vide de sens pour les participants au bout d'un certain temps. Nous avons identifié 3 types d'utilisation de ce bilan sur les secteurs. Certains participants persévèrent et restent fidèles aux enseignements de leur centre de formation, allant jusqu'à continuer à prescrire à la lettre les bilans qui leur étaient conseillés lors de leur formation. D'autres décident de prioriser les explorations en fonction des contraintes qu'ils rencontrent sur leur secteur, sur leur lieu d'exercice. On est ainsi mis sur ce qui est le plus facile à réaliser, plus facile à mettre en place et le moins coûteux. Ce compromis, qui est décrit comme étant assez peu satisfaisant, mène en fait à un élargissement du bilan de base et pas tant à une démarche de détection et de recherche de signes atypiques. D'autres renoncent complètement à son utilisation, la jugeant trop casse-gueule, dans l'environnement qui juge moins spécialisé et moins adapté qu'un centre expert. Finalement, d'autres nous disent que c'est un bilan qui ne correspond pas à la population qu'ils rencontrent au quotidien, et finalement, face à des bilans négatifs de façon répétée, l'abandonnent. Tous, en tout cas, sont à la recherche de soutien extérieur. Les confrères de centres experts sont perçus comme des validateurs de la prise en charge et médiateurs entre le praticien et la famille. Leur intervention permet aussi de partager la responsabilité médicale d'un diagnostic et d'un traitement qui est vécu comme une catastrophe dans la vie du patient. Ils sont aussi perçus comme des potentiels formateurs les intervenants qui se déplacent dans les intersecteurs. L'articulation avec les confrères des autres spécialités est aussi jugée nécessaire parce que, encore une fois, nous sommes à la frontière entre psychiatrie et somatique. Cette demande n'est pas toujours bien accueillie d'après les participants et il serait plus difficile d'obtenir les rendez-vous pour les patients psychiatriques et les participants craignent que les conclusions des résultats soient données de façon un peu hâtive et peu fiable. Faire appel à ses confrères expose aussi au risque d'être méprisé, et certains participants nous ont dit avoir du mal à établir un canal de communication qui soit apaisé avec un centre expert. Nous avons identifié un processus de transformation des praticiens formés que nous avons imagé grâce au concept de carrière et grâce au concept d'idéatype défini par nous fournissent ainsi une meilleure compréhension des processus en jeu. Au sortir de leur formation, les jeunes praticiens formés revêtissent un rôle de missionnaire en étant actifs dans l'utilisation et dans la diffusion de ce bilan. Ils utilisent un registre un peu messianique, j'ai prêché la bonne parole. Au fur et à mesure des mois d'exercice, ils se sentent de plus en plus tiraillés entre leur éthique professionnelle et les contraintes qu'ils rencontrent sur le secteur. Ils se mettent à douter de la possibilité de tout faire correctement et se tournent vers l'institution dans l'objectif de protocoliser l'utilisation de ce bilan et ainsi de la rendre plus facile. À la fois aveugle des premiers mois, des premiers temps, succède aussi un regard critique sur les modèles éthiopathogéniques sous-jacents, avec l'idée d'avoir finalement un outil assez imparfait. De nombreux praticiens renoncent finalement à l'utilisation du bilan, choisissant de le déléguer au centre expert ou abandonnent totalement son utilisation.
La prise de conscience de ce renoncement résonne comme une trahison envers leurs formateurs et envers leurs idéaux pour des participants qui ont habituellement un parcours plutôt universitaire. Nous avons discuté dans notre travail la question des véritables fonctions du bilan d'organicité, notamment vis-à-vis de la stigmatisation et de l'étiquetage des patients, et aussi vis-à-vis de la nécessité de prendre une décision malgré l'incertitude médicale. Nous avons abordé la question du changement institutionnel que son utilisation nécessite en étudiant les interactions entre les professionnels et avec l'institution, et ainsi les impacts que ces discussions pouvaient avoir sur ces différents acteurs. Nous nous sommes finalement intéressés au sentiment d'isolement des participants vis-à-vis des centres experts et aux modifications qui seraient envisageables concernant l'organisation du système de santé. Ce faisant, nous avons abordé la question de l'implémentation sans connaître au début de notre travail le nom de ce champ d'études, et pour ma part même son existence, et notre réflexion s'est progressivement de plus en plus portée vers ce domaine, bien que nous ayons d'abord choisi un abord sociologique du fait de l'expertise du docteur Benoît qui avait dirigé ce travail au début. Oui, alors l'incertitude médicale concerne à la fois le savoir médical en lui-même, le diagnostic, le traitement et puis la réaction du patient face aux préconisations du médecin. L'objectif de la formation médicale est de maîtriser cette incertitude et l'adhésion à l'école de pensée définit des lignes de conduite et offre un cadre qui est rassurant dans les situations complexes cliniques. Elle donne aussi un statut d'expert et dans cette optique, le bilan d'organicité est utilisé pour transmettre un message rassurant de dévotion et de contrôle et de maîtrise de la situation. Et nous avons vu sur le plan institutionnel, au cours de nos entretiens, qu'il n'y avait pas de réel détracteur des bilans d'organicité sur les secteurs, mais qu'en réalité, le praticien formé qui veut l'utiliser est confronté à l'institution et en particulier sa culture de travail, sa routine et aussi au changement. Comme dans toute organisation, la négociation est un passage obligé pour le changement des pratiques. Les participants ne font pas toujours partie de la même école de pensée que leurs pairs et sont à la frontière entre différentes pratiques, ce que Crozier nomme le marginal séquent. Dans la mesure où ils sont les seuls à bénéficier d'une connaissance stratégique sur le bilan d'organicité, ils sont le maillon nécessaire entre deux systèmes qui ont parfois des difficultés à se comprendre, le secteur et le centre expert. C'est une position de pouvoir parce qu'elle place au centre d'un processus qui peut conduire à des changements organisationnels, mais c'est une position qui est à la fois aussi délicate parce que le marginal séquent n'est pas reconnu comme faisant partie intégrante de chacun des deux systèmes. Le risque est donc qu'il ne soit pas soutenu en cas de difficulté, alors qu'il a été montré que le soutien de la hiérarchie est indispensable pour l'implémentation des recommandations cliniques. La multitude des parties prenantes, par ailleurs, psychiatres, autres spécialistes, plateaux techniques et direction notamment, dans les prises de décision dans les structures médicales, et la complexité du processus décisionnel rendent tout changement long et incertain. Ce phénomène bureaucratique, caractérisé par sa rigidité et son inefficacité, étoufferait toute possibilité d'initiative et créerait un sentiment d'aliénation envers ce bilan. Il deviendrait alors une source de frustration qui s'entrechoque avec l'éthique professionnelle. Le risque étant qu'au final, les praticiens se découragent et fassent le deuil de son utilisation tout simplement. L'implémentation des recommandations scientifiques relatives à la recherche d'organicité est rendue d'autant plus difficile du fait de leurs caractéristiques. Elle nécessite en effet des changements complexes, une collaboration entre plusieurs disciplines, des changements dans l'organisation du système de soins où certains participants perçoivent une hiérarchie officieuse entre centres experts et secteurs, et elle intéresse une affection, une maladie chronique. En conclusion, nous pouvons dorénavant affirmer que la faible utilisation et la faible diffusion du bilan d'organicité n'est pas uniquement liée à un défaut de formation ou de motivation des professionnels qui ont été formés. La spécialisation et la segmentation du travail sont essentielles pour faire face à la croissance exponentielle du savoir médical et à l'incertitude qui en résulte.
Elle freine cependant la diffusion du bilan d'organicité dans les secteurs, car elle mène à la délégation à autrui de ce que chacun considère comme étant le sale boulot. Et finalement, la mise en œuvre du bilan d'organicité nécessite des changements scientifiques, institutionnels et relationnels, dont nous avons montré que les résultats sont incertains. Aider à l'implémentation des recommandations concernant la recherche d'organicité en psychiatrie permettrait d'offrir des soins optimaux sur les secteurs et de décharger les centres experts qui ne peuvent porter cette tâche seuls. Ainsi, nous préconisons dans notre travail les mesures suivantes. Aider à établir des recommandations consensuelles internationales pour la recherche d'organicité face à la suspicion d'une émergence psychotique chez un patient adolescent ou jeune adulte. Réaliser des évaluations régulières de pratiques dans les services, développer des interventions ciblées dans les intersecteurs de pédopsychiatrie, développer des postes de praticiens partagés entre centres experts et sur les secteurs, afin de s'assurer d'une collaboration étroite et d'avoir un référent pour le faire en cas de nécessité d'adresser un patient pour des explorations plus poussées. Et finalement, développer des programmes de recherche entre les centres experts et les secteurs afin de faciliter les dialogues entre ces institutions. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Jean-Luc. Alors le temps est écoulé, mais bon, on va dire que s'il y a une petite question, évidemment, il est encore temps de la prendre. Là, j'en vois aucune qui soit écrite. Du coup, je pose une question là qui m'est venue à l'esprit pendant l'exposé. Le choix, enfin, la partie enquête auprès des psychiatres, combien, ça a peut-être été écrit, le choix de cette population de médecins que vous avez interrogés, c'est fait sur la base de quoi et il y en avait combien? Alors, je peux remonter si vous voulez jusqu'à la slide. Il y a eu 16 praticiens qui ont été interviewés. C'était des gens qui ont été formés soit dans les institutions centres experts, soit dans des formations universitaires. Le nombre n'a pas été défini en amont parce que dans ce genre de méthodologie, c'est pas nécessaire de le définir avant. Et finalement, dans la recherche en théorie ancrée, on s'arrête lorsqu'on a une redondance des données et que on n'a pas de nouvelles données qui apparaissent au fur et à mesure des entretiens. Donc c'est comme ça qu'on D'accord, ce qui veut dire que les entretiens étaient donc analysés au fur et à mesure, oui, au fil de l'eau. D'accord. Dans la méthodologie de la théorie ancrée, il y a une analyse, un mouvement un peu circulaire si vous voulez, avec les entretiens, une analyse et puis une constante analyse et un feedback comme ça qui est fait au fur et à mesure de l'étude.